de l'Europe et des Affaires étrangères, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence parmi nous, qui témoigne de l'importance que votre ministère accorde à nos énergies renouvelables et à leur rôle en France et dans le monde. Ce matin, nous avons évoqué avec votre collègue Elisabeth Borne le contexte européen avec le Pacte vert pour l'Europe et le contexte français avec le projet de PPE actuellement en consultation publique. Vous êtes évidemment tout autant concerné que Madame Borne par le contexte européen et je sais que vous êtes aussi très intéressé à titre personnel par le contexte français, en particulier par l'éolien en mer. Nous avions échangé à ce sujet lors d'une rencontre à New Delhi en mars 2018 et quelques mois plus tard au Cap Fréhel. Au niveau planétaire, malgré de spectaculaires progrès des énergies renouvelables depuis le début de ce millénaire, l'humanité est plus que jamais face à l'urgence climatique et confrontée à un vrai enjeu de civilisation. Le changement climatique a désormais des impacts dans le monde entier. Sécheresse, inondations ou incendies ont émaillé toute l'année 2019 comme les années précédentes. Merci. J'espère que ça ira mieux. Selon l'Organisation météorologique mondiale, 2019 conclut la décennie la plus chaude de l'histoire. La température moyenne à la surface du globe a augmenté de 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Il faut bien convenir que la dernière COP25 et le climato-scepticisme de certains chefs d'État importants n'incitent pas à l'optimisme. Il y a un fait majeur très positif que nous avons évoqué ce matin. 2019 aura été marqué par l'arrivée d'une nouvelle commission présidée par Madame Ursula von der Leyen. Dès le 11 décembre dernier, pour son premier acte politique, la Commission présentait le Pacte vert pour l'Europe. Comme je l'ai dit ce matin, c'est une occasion unique pour l'Union européenne d'affirmer encore davantage son leadership dans la lutte planétaire contre le dérèglement climatique. Ces 27 États membres seront très attendus en novembre prochain à la COP26 qui se tiendra à Glasgow. Je sais que la France soutient cette initiative de la Commission, comme le président de la République l'a déjà affirmé. Vous avez vous-même exprimé fortement le soutien de la France lors de votre cérémonie de vœux. Dans ce contexte, les énergies renouvelables sont un facteur de résilience essentiel et doivent donc devenir l'élément central du système énergétique mondial et d'une stratégie de développement durable planétaire. Elles sont un facteur de résilience parce qu'elles sont à ce jour le principal moyen pour réduire les énergies fossiles. Elles le sont aussi car elles permettent d'apporter les services de l'énergie dans les zones rurales qui sont les plus éprouvées par le changement climatique et en particulier le stress hydrique. Les entreprises françaises ont développé sur le territoire national un réel savoir-faire et une grande compétitivité, malgré les politiques de soutien chaotiques de ces dernières décennies. Cela leur a permis de participer activement à la progression spectaculaire des renouvelables sur la scène mondiale ces dernières années. Le syndicat a mis en place depuis 2012 un dispositif de soutien à l'export pour ses adhérents, en collaboration avec le team France Export et le réseau des ambassades de France. Cette action sera amplifiée en 2020. Vous venez en effet de me confier la mission de fédérateur de la famille énergie renouvelable à l'export et je vous en remercie encore. Cette famille ne cesse de grandir, d'engranger des succès et elle regorge de pépites, autant chez les développeurs que chez les apporteurs de solutions technologiques. Parmi les grands axes de ma feuille de route, j'aurai à cœur de poursuivre la promotion de notre savoir-faire à l'international, le déploiement des clubs sectoriels régionaux, d'intensifier les approches groupées et la coordination entre PME, ETI et grands groupes et d'accélérer le travail
engagé sur la transition vers les énergies renouvelables, des financements et garanties export accordés précédemment donc au projet de centrale au charbon. En parallèle, nous continuerons donc le partenariat avec l'ADEME pour structurer la filière française des solutions d'accès à l'énergie à partir d'énergies renouvelables, identifier les principaux obstacles réglementaires et financiers et promouvoir l'innovation. Cette filière réunit un grand nombre d'entreprises, mais aussi des ONG, dont le rôle de précurseur et d'accompagnateur est extrêmement utile. Il s'agit notamment du GERES, du GRET, de la Fondation Synergie Solaire, de la Fondation Énergie pour le Monde ou d'Électriciens sans frontières, qui vient de remporter le prestigieux prix Zayed pour le développement durable et le prix ONU pour l'action climatique lors de la COP25. À travers ces ONG, c'est aussi le savoir-faire des entreprises du secteur des renouvelables qui est mobilisé en faveur du développement de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Les renouvelables sont devenus partout dans le monde un élément incontournable de l'évolution de nos modèles de développement. Elles représentent un marché qui pèse plus de 300 milliards de dollars par an depuis 10 ans. Elles contribuent déjà de manière importante à l'effort de décarbonation dont dépend notre avenir. Nos entreprises sont plus que jamais volontaires pour participer à cette transition énergétique mondiale. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur l'engagement du syndicat, de ses adhérents et sur mon engagement personnel. Je vous remercie. Monsieur le Président, cher Jean-Louis Bal, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, vous l'avez dit, je pense tout au long de la journée, vous venez de le redire, Monsieur le Président, les énergies renouvelables sont l'un des piliers de la transition énergétique qu'il nous faut absolument accomplir pour décarboner rapidement et durablement notre production d'énergie. Et je crois qu'aux côtés du gouvernement et de la société civile, les entreprises françaises de ce secteur sont appelées à jouer un rôle décisif en France comme à l'international. C'est pourquoi j'ai souhaité passer ce moment avec vous pour en témoigner, même si ce moment sera malheureusement assez court. Je voudrais vous faire part d'un certain sentiment de fierté. Fierté de voir qu'autant de start-up, de PME, de TI, de grands groupes, oui, mais de start-up, de PME, de TI, s'engagent dans le développement, ce qui est l'une de nos meilleures armes pour lutter contre le réchauffement climatique. Une certaine fierté aussi de constater, par où je vais dans le monde, que l'expertise française soit devenue une référence dans tous les domaines du renouvelable, qu'il s'agisse de l'éolien terrestre, du solaire, de la géothermie, de l'énergie marine renouvelable, dont vous avez bien voulu rappeler, cher Jean-Louis Bal, que j'étais, je ne sais pas si on peut dire un militant des énergies marines renouvelables, mais enfin, je m'assimile à cela. Une certaine fierté aussi, parce que dans de très nombreux pays du monde entier font appel, mesdames et messieurs, à vos compétences, à vos technologies pour construire, gérer leur réseau, voire intervenir dans des territoires isolés, en particulier les milieux insulaires. Nous sommes bien placés pour connaître nous-mêmes ces spécificités grâce à nos territoires d'outre-mer. L'essor fulgurant du renouvelable, qui représentait près des 2/3 des investissements dédiés à l'installation de nouvelles capacités en 2018, est une excellente nouvelle pour la transition énergétique mondiale. Mais cette excellente nouvelle ne doit pas masquer le chemin qui nous reste à accomplir. Aujourd'hui, les énergies
renouvelables ne produisent que 17% de l'énergie consommée dans le monde. C'est déjà bien sûr un progrès significatif. Des centaines de milliards sont déjà investis dans le secteur. Vous avez rappelé les chiffres annuels, mais ce n'est pas assez. Et pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, et comment pourrions-nous ne pas en faire une priorité absolue quand on voit l'état d'urgence climatique dans lequel se trouve notre planète? Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il nous faut redoubler d'efforts. Les recommandations du GIEC sont claires. Nous devons nous donner les moyens de produire 70 voire 85% de notre électricité au moyen d'énergies renouvelables en 2050. Concrètement, cela signifie que nous devons commencer par développer 300 gigawatts supplémentaires chaque année d'ici 2030, sans quoi nous ne tiendrons pas la limite du réchauffement à 1,5 degré. Et avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner, vous avez déjà rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, les terribles effets du changement climatique qui se font déjà sentir aujourd'hui. Ma responsabilité de ministre de l'Europe, dans ce domaine où notre Union veut montrer la voie enfin, et ma responsabilité de ministre des Affaires étrangères d'un pays qui se bat pour le climat et la biodiversité, c'est de vous aider à mettre en valeur tous vos atouts, vous n'en manquez pas, et de vous aider à vous accompagner à l'international. Comme vous le savez, le secteur des énergies renouvelables est pour moi l'un des secteurs prioritaires à l'exportation. Et je voudrais vous remercier, Jean-Louis Bal, d'avoir accepté en novembre dernier de devenir le fédérateur de votre filière, parce que si on veut être très fort à l'exportation, il faut être uni, il faut être stimulé, il faut être accompagné, impulsé, et votre mission est, avec le soutien des équipes de mon ministère, de promouvoir et de valoriser l'offre française auprès des décideurs publics et privés des marchés internationaux. Et en ce sens, je peux aussi utilement vous accompagner. Et d'agir ainsi en synergie avec le référent export du comité stratégique de filière, intitulé Industrie des nouveaux systèmes énergétiques, car il faut agir ensemble dans le domaine du commerce extérieur pour coordonner nos efforts. Cette conviction de cette capacité à l'exportation est au cœur de notre nouvelle stratégie de soutien aux entreprises exportatrices. Vous y avez fait référence dans votre propos. Pour aider les sociétés françaises à s'internationaliser, nous avons voulu simplifier le parcours à l'export et unifier notre dispositif d'accompagnement en créant un guichet unique dans les territoires qui s'appelle Team France Export. Dans chaque région, cette équipe de France de l'export fédère l'ensemble des acteurs publics concernés sous la responsabilité des régions, fédère Business France, BPI France, les chambres de commerce, tous les acteurs, les agences, avec un guichet unique bien identifié pour aider le plus efficacement possible les entreprises à préparer et à concrétiser vos projets export. Je visite en ce moment chacune des régions pour me rendre compte de l'effet de mise en œuvre de l'ensemble de ces orientations. J'arrive là de Montpellier, où j'ai pu constater que ça commençait à marcher. Et donc je suis très heureux de noter que parmi les 40 000 entreprises potentiellement exportatrices suivies par nos 235 conseillers internationaux sur l'ensemble du territoire, beaucoup appartiennent au secteur des énergies renouvelables. Je m'en réjouis, il faut poursuivre. Le déploiement du réseau Team France Export se poursuit également à l'étranger, où je souhaite qu'il y ait aussi qu'un seul interlocuteur. Il y a une seule adresse dans les territoires, c'est d'abord la région. Et il y a une seule adresse lorsque l'on va à l'étranger, c'est l'ambassadeur qui décide lui-même, qui propose les interlocuteurs nécessaires pour avoir beaucoup plus de simplicité, de clarté et d'efficacité que nous en ayons auparavant, où il y avait beaucoup d'acteurs qui se mélangeaient, voire qui se concurrençaient. Je veux aussi que cette année, nous puissions poursuivre notre réforme des outils de financement export afin de les mettre en cohérence avec nos engagements en faveur du climat. Déjà, nous avons cessé tout soutien au projet charbon, mais l'enjeu pour vous
c'est surtout de pouvoir bénéficier plus largement des dispositifs actuels qui restent trop peu accessibles aux entreprises de votre secteur. Cela doit changer. Je suis prêt d'ailleurs à vos observations complémentaires par rapport aux propositions que nous allons faire très rapidement. Il y a déjà des solutions qui existent. L'État a soutenu de grands projets comme celui de Neonen en Argentine, ou des installations plus modestes comme celle de Cap-Vert Énergie au Sénégal pour quelques mégawatts. Je viens d'apprendre que le projet de Kita au Mali, que j'avais perçu dès son point de départ en 2013, vient d'aboutir. Il existe déjà des dispositifs, mais je pense qu'ils sont insuffisants et nous allons modifier de manière plus incitative le dispositif d'assurance export pour vous permettre d'être beaucoup plus réactifs sur le plan international. Vous accompagner, mesdames et messieurs, c'est aussi mettre en avant les atouts du secteur des énergies renouvelables français lorsque nous plaidons pour une transition énergétique ambitieuse dans les grands rendez-vous internationaux. Je pense pour 2020 au sommet France-Océanie et au One Planet Summit qui se tiendra à Papeete en avril. Je pense au sommet Afrique-France sur la ville durable qui aura lieu en juin à Bordeaux, avec un espace dédié aux entreprises, la Cité des solutions, où vous, j'espère, serez présents pour présenter vos savoir-faire. Je pense évidemment, vous y avez fait référence à la COP26 en novembre prochain, la COP26 que nous n'avons pas le droit de rater. La COP de Madrid a été insuffisante, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, il n'a pas tenu les promesses annoncées. Mais une dynamique a pu se créer du fait du non-aboutissement de Madrid. Et nous allons tout faire pour aboutir à Glasgow, au rendez-vous qui avait été pris à Paris lors de la COP 21. Puisque nous avions prévu, les accords de Paris avaient prévu le rendez-vous 5 ans après. Il importe que nous réussissions, sinon nous ne pourrons pas prétendre être au rendez-vous. Il nous faudra aussi, à ce moment, avoir l'accord le plus large possible pour relever notre niveau d'ambition collectif. Ça se passe plutôt bien au niveau européen. Vous l'avez dit, la présidente Madame von der Leyen a eu des initiatives fortes dès le début de son mandat. Le pacte vert nous donnera normalement les moyens d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il nous faut y parvenir, être exigeants sur la méthode et sur les engagements, et y parvenir en essayant parallèlement de faire en sorte que la transition énergétique et environnementale soit aussi au service de l'économie. Et si nous ne faisons pas les deux, nous finirions par perdre sur tous les plans, sur le plan économique évidemment, mais aussi d'une certaine manière sur le plan environnemental, parce que nous ne pourrions pas prolonger nos efforts dans la durée, et enfin sur le plan social, parce que nous aurions fragilisé les emplois des Européens pour répondre à leurs préoccupations écologiques, ce qui est le contraire de ce que nous voulons faire. Il faut donc faire de la transition un moteur de croissance. Comment le faire? D'abord en investissant massivement dans l'innovation, innovation en faveur de l'environnement, mais en investissant massivement dans la transformation de notre modèle productif. C'est le sens du plan d'investissement pour une Europe durable. Et sur la décennie, l'Union mobilisera ainsi plus de 1 000 milliards d'euros publics et privés. Ce sera bon pour la planète, ce sera aussi bon pour l'Europe et ce sera bon pour nos exportateurs qui pourront partir à la conquête de nouveaux marchés avec un avantage compétitif. Et nous, la France, nous devons prendre toute notre place dans cette nouvelle orientation que chacun ici attendait et souhaitait depuis plusieurs années. Elle est là, il faut maintenant la saisir. Nous avons commencé à le faire et la visite du président de la République à Nersac en Charente cette semaine pour le lancement de la filière européenne des batteries est significative de la volonté au plus haut niveau de l'État de faire aboutir ces engagements. Ensuite, comment faire de la transition un moteur de croissance, non seulement par l'investissement, mais aussi en luttant contre les fuites de carbone par un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières.
qui soit compatible avec les règles de l'OMC. Vieux sujet, vieille volonté, qui aujourd'hui commence à prendre forme et qui, je l'espère, grâce aux engagements des uns et des autres, pourra devenir prochainement réalité. Il nous faut empêcher toute forme de dumping environnemental. C'est à la fois une question d'efficacité et de justice, et c'est aussi, d'une certaine manière, une question de cohérence. Parmi les cohérences, le fait que nous ayons décidé au niveau européen la mise en conformité de notre politique commerciale avec notre engagement climatique est un engagement très significatif, et le fait que le respect de l'accord de Paris soit un élément essentiel de nos accords internationaux est une avancée qualitative très importante. Ça vaut pour tout le monde. J'ai pu expérimenter dans un déplacement particulier qu'il fallait dire au Brésil que ça valait aussi pour le Brésil. Mais ça vaut aussi pour le Royaume-Uni. Et à un moment où on va engager des discussions sur les relations futures, ces affirmations ne sont pas secondaires. C'est-à-dire d'ailleurs que nos concitoyens ne sont pas des protectionnistes par principe, ils sont seulement, justement, vous aussi, nous aussi, pour la cohérence. Ils sont pour la souveraineté de l'Europe. Ils sont pour l'ouverture, oui, mais pour une ouverture exigeante. Une ouverture qui, dans tous les domaines, se fasse dans le respect de nos engagements et dans le respect des standards que nous nous sommes donnés. Une ouverture qui ne vienne pas défaire ailleurs ce que nous faisons ici, mais au contraire qui consolide nos efforts et qui permet de tirer vers le haut nos exigences en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de l'environnement. C'est vrai aussi dans nos relations avec les Chinois. Parce que finalement, la norme environnementale et l'exigence environnementale, elle vaut en Chine. Je sens qu'ils sont aujourd'hui dans une mutation très importante à cet égard, mais elle vaut aussi pour les routes de la soie à l'extérieur. Sinon, ça n'a pas de sens. Afficher cette cohérence. Je dois dire d'ailleurs que les premières réflexions en cours sur les futurs potentiels accords commerciaux européens avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont intégré la nécessité d'investissement dans les énergies renouvelables et ont intégré l'efficacité énergétique dans les premiers documents qui permettront un accord commercial. Tout ça a bien changé par rapport même à il y a très peu d'années. Il y a enfin, mesdames et messieurs, un autre domaine clé de notre politique étrangère, où je crois nous avons besoin les uns des autres, c'est l'aide au développement. Car l'accès à l'énergie est à la fois un objectif de développement durable à part entière, un des objectifs de développement durable engagés par les Nations Unies, et c'est aussi un préalable qui conditionne tous les autres. Comment, sans électricité, envisager l'amélioration des conditions économiques et environnementales? Comment, sans électricité, agir pour l'éducation, pour l'égalité de genre, pour la santé? Et je rappelle que 13% de la population mondiale en est encore privée. Et donc, moi, je compte sur vous pour nous aider à offrir un service d'énergie accessible, abordable, propre aux populations des pays que nous avons identifiés comme les pays prioritaires. Je pense en particulier au Sahel. Parce que le retour de la paix et de la stabilité au Sahel, qui est essentiel pour notre propre sécurité, passe nécessairement par le développement, et le développement passe nécessairement par l'énergie, et singulièrement, pour que ce développement soit durable, par les énergies renouvelables. Vous le savez, la France s'est engagée à investir 3 milliards d'euros entre 2016 et 2020 pour les énergies renouvelables en Afrique. On fera le point à Bordeaux au mois de juin, ce qui nous permet de financer l'augmentation du taux d'électrification rurale en Mauritanie, par exemple avec le projet Rimdir, ou le barrage hydroélectrique de Nachtigal au Cameroun et d'autres projets, et j'ai nombreux qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Souvent ça prend du temps, Kita, c'était, m'a-t-on dit tout à l'heure, 7 ans. Il faut que nous puissions être dans une logique d'accélération, et j'ai demandé à l'Agence française de développement de prioriser ces projets pour en faire un élément central de notre politique de développement. Il va y avoir au Sahel dans quelques jours
une réunion de ce qu'on appelle l'Alliance pour le Sahel, qui regroupe l'ensemble des partenaires du développement pour faire en sorte qu'en contrebalançant l'action militaire, parallèlement à l'action militaire, il y ait une action de développement lisible et efficace. Et ce sera un des points centraux de notre rencontre en Mauritanie. Voilà, Monsieur le Président, chers amis, le message de soutien que je voulais vous adresser aujourd'hui comme ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Accompagner l'écosystème des industriels français du secteur des énergies renouvelables, c'est l'une de mes priorités et c'est l'un des sujets majeurs du commerce extérieur de la France, et pour des raisons qui vont bien au-delà du commerce, des raisons qui touchent à nos propres fondamentaux, au développement humain et à une certaine conception des biens communs et du monde dans lequel nous voulons vivre. Les solutions que vous proposez sont des solutions d'avenir et je voudrais vous redire ma fierté d'être à vos côtés et de savoir toute la dynamique qu'il y a derrière vos actions et derrière vos entreprises. Merci.